Le professeur d'histoire Alexandre Rousseau nous fait un cours sur un métier si fascinant. Donc, au Québec, on s'intéresse à des compétences. Puis ces compétences-là, que ce soit interpréter des réalités historiques, les interroger ou encore construire sa conscience citoyenne, je vois mal un jeune sur YouTube être en mesure de développer ces compétences-là sans un guide. Ici Léo Lebrun et bienvenue à Histoire de mieux comprendre. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode d'Histoire de mieux comprendre. Alors, juste avant de vous présenter donc l'invité d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour tous les beaux retours que j'ai pu avoir après avoir publié le premier épisode avec Samuel Vénière, l'historien qui travaille au Musée naval de Québec. Vraiment, je m'attendais pas à ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais de ce que je me rappelle, on est rendu bientôt à 60 vues sur YouTube. Pour Spotify, on doit être un peu moins, mais quand même, je m'attendais vraiment pas pour de vrai. Ça me fait chaud au cœur, puis j'ai pu discuter rapidement là, avec Samuel Vénière et lui aussi semblait être très heureux et tout le monde qui le connaissait aussi ont commencé à lui lancer tous les beaux commentaires possibles. Donc voilà, merci. Et puis pour l'épisode d'aujourd'hui, quand j'ai commencé en fait à écrire le projet, ça bouillonnait dans ma tête, puis il fallait que je choisisse évidemment des métiers auxquels je voulais vraiment m'intéresser. Et le premier, tout naturellement, c'était professeur d'histoire parce que, comme vous le savez probablement, le but de ce balado-là, c'est d'inspirer les jeunes, mais également de leur donner l'information nécessaire afin de potentiellement leur donner le goût de travailler dans les métiers de l'histoire. Et donc, tout naturellement, j'ai choisi un professeur qui travaille à l'école secondaire à laquelle j'ai été pendant 3 ans. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier M. Alexandre Rousseau. Merci. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais t'introduire aux personnes qui écoutent aujourd'hui? Oui, bonjour. Eh bien, moi, c'est Alexandre Rousseau. Je suis un jeune enseignant, donc j'ai débuté ma profession il y a quelques années et j'ai débuté à l'école secondaire privée François Bourin au début de la pandémie. Donc, aussi bien dire que je suis dans ma première année normale d'enseignement. Donc, ça venait avec tous les aléas qui venaient avec ça. J'ai suivi un parcours collégial en histoire. Donc, j'ai été en histoire et civilisation au collège. Et par la suite, suite à ça, à l'université, eh bien, j'ai fait ma formation en histoire pour devenir enseignant. Mais j'ai commencé à enseigner, Léo, à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai commencé après un parcours assez tumultueux où j'ai fini moniteur de langue en Nouvelle-Écosse. Donc, j'étais 1 an là-bas et pour voir si j'avais vraiment le goût de me lancer dans cette entreprise-là. Puis quand j'ai terminé mon année là-bas auprès des jeunes néo-écossais, j'ai terminé mes études. Je voulais devenir enseignant et je savais pertinemment que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Donc, c'est un peu ça, là, en lien avec mon parcours avant de finir à l'école secondaire privée François Bourin, là, qui caractérisait mon parcours. Superbe. En fait, je me demandais aussi, c'est quoi qui t'a poussé à devenir prof d'histoire? En fait, aller étudier dans l'histoire puis tout cela. Aïe, Colin. Il faut savoir que c'est rare les jeunes qui ont une idée tout arrêtée de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Hein. On n'a pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'arrêtent avec une idée fixe et qui disent moi, c'est ça que je vais faire dans la vie puis ça changera pas. J'ai eu des remises en question, des remises en doute. Moi, au départ, je visais une carrière peut-être un peu plus scientifique et tout. Puis finalement, mais je me suis rendu compte que les mathématiques, c'était pas ma tasse de thé. J'appréciais pas ça à leur juste valeur. Ensuite, bien, j'ai essayé pour le droit et tout. Puis j'avais certains stéréotypes qui étaient en lien avec le droit. Là, quand on passe à Hollywood, les films et tout ça, je me voyais débattre devant le juge et tout. Finalement, la réalité de la chose me rattrapait. Puis en discutant avec des amis et tout, je me suis rendu compte que pour être en mesure de communiquer, pour être en mesure de parler, ben, le travail d'enseignant s'imposait. Puis j'ai toujours une passion pour l'histoire. Puis à partir du cégep et de l'université, quand j'ai vraiment démarré puis fait en sorte que tous mes objectifs m'amènent à ce but-là, mais j'ai vraiment connu là, une expérience fantastique. Puis je voulais partager ça aussi avec les jeunes. Donc, cette découverte de l'histoire qui est très, très, très importante pour moi. Tu sais, rapidement comme ça, si on va jusqu'à ton enfance, ou du moins avant les dites études, est-ce qu'il y a ça pourrait être un film, ça pourrait être des films, ça pourrait être certaines musiques, ou peu importe, que tu te rappelles, que tu as ancré dans ta mémoire, puis qui ont évidemment un lien avec l'histoire?
Quand j'étais jeune, mes parents, l'histoire, ça les intéresse, mais ils en parlaient pas tant. Fait que, quand je jouais à des jeux et tout, je me questionnais par moments sur les éléments que je pouvais voir à l'intérieur des jeux ou certains films même, je pouvais me questionner également. Mais je vous dirais que la piqûre pour l'histoire, je l'ai vraiment eu au secondaire. Même, je vous dirais à partir de secondaire 3, 4, que j'ai eu vraiment un enseignant qui est venu changer ma perspective des choses. J'ai vraiment embarqué, puis j'ai vraiment gagné un intérêt à partir de ce moment-là que j'ai par la suite peaufiné tout au long de mon parcours post-secondaire. Mais je dois dire que c'est vraiment à partir de ce moment-là au secondaire là, que j'ai vraiment développé un intérêt pour ça. Puis par la suite, les voyages que j'ai faits, ça a été un petit plus. Puis là, j'ai pris goût justement à essayer de voir l'histoire, mais dans le concret. Donc, au travers des bâtiments, au travers des œuvres d'art, au travers des expériences des gens. Puis je l'ai gardé, puis je me rendais compte que quand on en parle par la suite, ben le monde, ça les intéresse. Ils ont le goût de savoir ce qui se passe. Ils ont le goût de savoir pourquoi tel bâtiment ressemble à ça, pourquoi telle œuvre ressemble à ça et tout. Puis c'est là-dessus que j'ai misé. C'est vraiment ça. C'est toujours comme. Je remarque vraiment un pattern, je sais pas si tu es d'accord avec moi, chez les passionnés d'histoire généralement, où est-ce que c'est ça? Ça commence toujours avec la curiosité très, très jeune. Puis au fur et à mesure, ça va devenir vraiment. Ça rentre dans le corps, puis ça évolue, puis on le transmet aux autres, puis tout ça. Puis je pense que ça peut être intéressant pour les personnes, justement, qui écoutent puis qui savent qu'ils sont des personnes curieuses. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis des fois, il y a des passionnés d'histoire qui ne savent même pas qui ils sont, tu sais. Ça peut être du monde simplement qui lisent tous les jours sur des sujets sans s'en rendre compte. Ça peut être n'importe quoi, même Wikipédia, même si c'est un peu un élément mal aimé des professeurs, je le comprends bien. Mais franchement, je trouve que c'est ça qui est bien de l'histoire. Puis j'aimerais avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que les jeunes sont tout aussi intéressés par l'histoire que du monde de ton âge? Je sais que tu n'es pas super vieux, évidemment, mais quand même, il doit y avoir une différence, que ce soit avec moi ou toi avec des personnes plus jeunes que moi, tu sais. Oui. Il est important, c'est pas parce qu'on aime l'histoire qu'on aime nécessairement l'histoire avec un grand H. Je m'explique. On peut avoir des périodes historiques, on peut avoir des événements historiques, des rapports de causalité qu'on trouve plus pertinents, certains que d'autres. Puis il est important, quand on trouve ces éléments-là, de mettre l'accent sur ces éléments-là qu'on peut juger plus intéressants et tout, sans nécessairement dire qu'on apprécie l'ensemble de la chose. Moi, je dirais aux jeunes qui s'initient à l'histoire, si ce qui vous passionne, c'est l'Antiquité gréco-romaine, mais allez-y là-dedans. Si c'est le Moyen Âge, parce que les châteaux forts vous intéressent, les anciennes traditions du Moyen Âge vous intéressent, l'histoire de féodalité avec les rois, les princes et tout ça, allez-y. Puis si c'est l'époque contemporaine, puis c'est de parler des récents conflits mondiaux, c'est de parler des situations géopolitiques actuelles qui s'expliquent par des événements historiques de proximité et des causalités qui sont assez, assez contemporaines. Mais allez-y avec ça, il n'y a pas de mal. Fait que sans nécessairement dire aux jeunes de s'intéresser à l'histoire dans son entièreté, s'intéresser à l'histoire par moment, par segment, souvent c'est plus digeste, puis les jeunes y apprécient ça, je crois aussi, là. Puis évidemment, avec ton métier de professeur d'histoire, tu rentres exactement dans ce système-là que tu viens de me parler. Puis on va rentrer tout de suite dans la partie, justement, le métier. Je voulais savoir rapidement, pour toi, à quoi ça ressemble, soit une journée type ou du moins une semaine type en tant que professeur d'histoire au secondaire privé. OK. Une semaine type ou une journée type? Quand j'arrive à l'école le matin, habituellement, mes plans de cours sont déjà tout préparés. On se prépare à l'avance. Tu sais. On n'arrive pas pour faire de l'improvisation devant des groupes de 30 élèves comme ça. Donc, habituellement, on a une préparation qui est faite à l'avance. Puis, quand on arrive au début de la journée, bien, souvent, ça peut être les tâches connexes. On peut avoir de la correction à faire. On peut avoir des entrevues à réaliser. On peut avoir des courriels avec des retours à faire avec certains parents et tout ça. Donc, il y a vraiment toute cette tâche-là qui est un petit peu plus gestionnaire. Je vous dirais que moi, je prends plaisir à faire le matin quand j'arrive au travail parce que j'ai la tête tranquille puis je peux me concentrer là-dessus. Sinon, quand j'ai des cours, eh bien, tout dépendamment le cours, j'arrive à l'avance, je salue mes élèves, je leur présente les plans de cours, je leur explique c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui. Suite à ça, ben, je m'intéresse aux activités, je développe mes activités également en lien avec tout ça. Puis l'objectif, c'est toujours d'amener les jeunes, oui, et leur présenter l'histoire, mais en tant qu'enseignant, il faut garder dans l'idée qu'on a des comptes à rendre, il y a des finalités, il y a un programme à partager, il y a des évaluations qui doivent être partagées et tout. Puis c'est pas nécessairement pour... des fois, les jeunes, ils pensent que c'est contre eux, là, mais c'est pas tant contre eux, c'est vraiment parce qu'on a des exigences à remplir et tout. Mais moi, je crois que les jeunes, de plus en plus, ils comprennent ça.
Puis moi, c'est vraiment plus pour le cheminement. Le cheminement m'intéresse pas mal plus que l'évaluation en tant que telle, là. Quand je raconte avec les jeunes, quand j'interagis avec eux, c'est ça que je trouve le plus intéressant en lien avec tout ça. Puis après une journée type, admettons 4 périodes, ben là, on retourne dans notre analyse, les travaux connexes et tout ça, la correction s'il y en a. Puis par la suite, on répète. On répète juste à temps qu'on arrive là, pédagogique, où est-ce qu'on peut avoir des réunions et tout, parce qu'on doit travailler ensemble, hein. Quand tu es enseignant, tu es rarement seul de ton côté. C'est un travail d'équipe. Puis en équipe, ben, on travaille ensemble, on construit des choses ensemble, on discute ensemble également. Ça peut être des cas des élèves, ça peut être également en vue d'avoir les meilleures attentes pédagogiques, les meilleurs produits pédagogiques également. Donc, il y a tout ça là, qui est fait dans une journée ou une semaine type environ, là. Puis je me demandais, ça va revenir avec ce que tu disais, puis c'est toujours une question que je me posais personnellement, puis je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui doivent se la demander. Est-ce que être un professeur d'histoire, quand tu es passionné par l'histoire, ça pourrait t'enlever une certaine partie de cette passion-là, vu que tu en parles tout le temps, ou non, parce que vu que c'est certain, tu sais, que quelques sujets qu'on enseigne, ben ça te laisse le temps de te passionner sur d'autres sujets, tu sais, hors contexte là, scolaire. Là, tu sais. Écoute, c'est un très bon point. C'est sûr qu'on a des attentes au niveau du ministère en lien avec les cours d'histoire. On a des attentes du milieu. On a des attentes en lien avec le programme aussi des apprentissages. C'est sûr que tu peux pas nécessairement faire l'histoire que tu veux faire, toujours, OK? Parce qu'on a des attentes et tout. Par contre, je crois que les enseignants peuvent avoir une certaine malléabilité, OK, pour parler de certains événements, pour pouvoir proposer un enrichissement qui est pertinent puis qui peut amener les jeunes un peu plus loin. Mais c'est clair que, tu sais, il y a deux histoires au secondaire, hein. Il y a l'histoire générale, qui est principalement secondaire 1 et secondaire 2, où là, on part des débuts de l'humanité, puis à la fin de secondaire 2, on termine, là, je vous dirais, début des années 2000, en s'inspirant de grands événements. Ça, on parle d'histoire générale parce que c'est une histoire où, par exemple, moi, en secondaire 2, j'amène les jeunes de l'Italie aux 13 colonies. Je les amène en France pendant la Révolution française. Après, on s'en va en Grande-Bretagne pour la Révolution industrielle. On s'en va en Allemagne pour parler des conflits mondiaux à un certain moment. On revient aux États-Unis parler de la conquête des droits civiques. Donc, on se promène, on n'est pas cloîtré, on n'est pas emprisonné dans un seul milieu. Alors que l'histoire nationale, c'est une histoire qui est vue au deuxième cycle, est peut-être un peu plus lourde parce qu'on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à le pan de notre histoire qui est très, très, très importante, mais qui se caractérise par, on va dire, l'histoire écrite de la province là, à partir de 1608, donc 400 ans environ. Et c'est sûr que 2 ans sur 400 ans, si on omet de parler des Premières Nations qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années, on s'entend, ça fait quand même 2 années où on a un programme qui est très rigide puis on a peu de malléabilité. Donc, souvent, on constate là, qu'il peut y avoir parfois là, certains, comment je pourrais dire, certaines... la transition, premier cycle, deuxième cycle, peut être un peu difficile, justement parce on part de ce contexte d'histoire générale, puis on se rend dans un contexte d'histoire nationale qui est tout aussi important, qui est tout aussi enrichissant, mais qui n'a pas nécessairement tout le temps les mêmes couleurs. Est-ce qu'il y aurait un manque d'intérêt chez les étudiants pour ce type d'histoire-là? Ou parce que j'ose croire que pour des jeunes, peut-être que c'est sûr que des trucs comme tu sais, la sédentarisation, tout ce qui est tu sais, l'Empire romain ou l'industrialisation, ça peut toujours être des sujets avec plus de potentiel pour des jeunes là, qui trippent un peu là, sur ce genre d'histoire-là, plutôt que, exemple, je sais pas, la grande noirceur, des affaires comme ça. Là, tu sais. Non, c'est juste, est-ce que ça leur parle moins? Moi, je crois qu'au contraire, ça devrait leur parler plus parce que l'histoire qu'on enseigne en secondaire 3 et secondaire 4, c'est l'histoire pour la grande majorité d'entre eux, c'est l'histoire de leurs parents, d'avant leurs parents, etc. Puis on remonte au début de la colonie, donc c'est notre histoire commune. Mais il est clair que souvent, c'est un rappel de ce qui était vu au primaire. Donc, tu sais, les jeunes peuvent arriver, secondaire 3 4, déjà avec des connaissances qui sont inhérentes parce qu'ils ont déjà vu ça au primaire. Fait que pour certains, c'est un rappel. Pour d'autres, ils ont vraiment besoin de ce rappel-là. Là, on se regarde, là, il y en a certains qui ont vraiment besoin de ce rappel-là parce que par moment, les connaissances remontent à loin. Mais souvent, quand j'en discute puis que je regarde, là, on a ce retour-là, là, justement, où est-ce que, comme tu mentionnais, là, il y a certaines... je ne vais pas dire lubies, mais les jeunes vont avoir certaines idées concernant justement là, l'Empire grec, l'Empire romain, le monde médiéval, la Révolution française. Puis ça s'est manifesté par des jeux vidéo, ça s'est manifesté par des films. Fait que dans la culture populaire,
une histoire qui, auparavant, pouvait être réservée à certaines élites parce que ça remontait à très, très loin. Maintenant, elle est de plus en plus accessible. Fait qu'on se rend compte que les jeunes, une histoire qui est plus générale, qui leur permet de saisir des grands concepts. La sédentarisation, c'est très important. Rome, avec le concept de droit, pis ça, très important, même pour comprendre la société actuelle. Mais c'est sûr que parler de la Grande Noirceur avec Duplessis ou encore l'équipe du Tonnerre et tout ça, c'est sûr que c'est, on va dire, un peu moins intéressant que de parler, par exemple, d'un combat de gladiateurs romains ou que de parler de la grande épidémie de peste noire à l'époque et tout ça. Donc, c'est sûr que, ouais, il y a certaines idées qui sont, je pourrais dire, qui sont plus attrayantes pour les jeunes. Et l'histoire nationale, je crois qu'il manque un petit quelque chose en lien avec ça, là, pour aller les chercher un petit peu plus. Là. Penserais-tu que cette solution-là, ça serait d'ajouter une petite partie de l'histoire encore plus récente? Parce que si je me rappelle bien, on termine les cours de secondaire 4 d'histoire du Québec, justement, avec, c'est ça, après la Grande Noirceur, on voit un René Lévesque, on voit Maurice Duplessis, puis ça s'arrête dans les années 80, je pense, environ 70-80, si je ne me trompe pas. Penserais-tu que pour aller chercher cette proximité-là avec l'élève qui, évidemment, n'a jamais connu, moi non plus également, mais du moins, un élève encore plus. Parce que justement, les élèves deviennent de plus en plus éloignés de cette époque-là. C'est sûr que des trucs comme la nationalisation là, de l'hydroélectricité et puis tout ça, ça vient chercher plus un jeune qui a été au secondaire dans les années 80 qu'un jeune qui était au secondaire en 2030, mettons, tu sais. Penserais-tu que ce serait ça, la solution miracle? Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais je vais être très, très honnête. L'histoire, hier, c'était histoire. L'histoire ne peut que continuer. Mais nous, nos années, elles n'allongent pas. Je te donne un exemple tout bête. Moi, au début de l'année, je pars de la Renaissance en secondaire 2, puis je me rends jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, je suis supposée terminer là, par les 11 septembre 2001, parler des attentats et tout ça. Mais à chaque année, je me surprends parce que je manque de temps. Tu sais, on n'a pas le... Tu sais, pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Mais là, c'est la notion de temps. Si on veut parler de tous les éléments et tout ça avec la même rigueur dont on a besoin pour les évaluations, pour répondre à certains critères, il faut prendre le temps de le faire. Puis c'est sûr que si on ajoute, est-ce que ça peut être pertinent? Oui. Ajouter l'histoire puis rapprocher l'histoire de leur réalité, ce serait très pertinent. Puis là, c'est l'idée de trouver le temps. Puis le problème, je vous dirais, il est là. Fait qu'on choisit un peu ses batailles en lien avec ça. Là. Puis pour aller avec une autre solution, exemple, pour la contrainte du temps, Oui. si je me trompe pas, corrige-moi s'il te plaît, en secondaire 5, on n'a pas d'enseignement d'histoire. C'est bien vrai? On a du monde contemporain. OK. Oui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça, où est-ce qu'on va parler plus des enjeux Géopolitique. exacts sociaux? Tout ce qui est, je pense qu'on avait vu, nous, Rwanda, des conflits plus sociaux puis tout ça. Penserais-tu tout de même que l'histoire aurait quand même tu sais, l'histoire générale aurait encore sa place en secondaire 5, un cours supplémentaire? Ou, L'histoire générale, eh bien, ça dépend vraiment du milieu d'éducation. Parce qu'il y a certaines Exact. écoles au secondaire qui vont proposer, par exemple, un cours d'histoire spécifique sur le 20e siècle. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais au secondaire, là, mes derniers cours d'histoire, c'était une année complète qui portait sur les grands événements marquants du 20e siècle. Donc, on s'intéressait, par exemple, à la Première Guerre mondiale, à la Révolution russe, on s'intéressait également à l'entre-deux-guerres, à la Deuxième Guerre mondiale, à la guerre froide, puis on finissait l'année comme ça. Donc, il y a certaines écoles qui vont le proposer, mais c'est des options. Mais ça se trouve. Il y a possibilité de le faire. Puis je crois qu'en monde contemporain, si on s'intéresse à la matière puis qu'on cherche à comprendre les différents enjeux, il y a de l'histoire qui se fait quand même. Parce que pour comprendre, par exemple, si on s'intéresse au monde contemporain, il parlait du Rwanda, mais toute la situation en Afrique, et je suis en train de le voir en secondaire 2 avec eux, là, où est-ce qu'on parle de colonisation et de décolonisation. Je le répète souvent, mais pour comprendre le présent, les jeunes, il faut qu'ils regardent ça puis qu'ils voient que c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas pour rien que la situation de X pays est dans cet état-là où est pas comparable à un autre. C'est parce qu'il y a des événements qui sont arrivés puis qui nous permettent de déduire ça par un rapport de causalité qui est historique. Fait que je crois qu'en mode contemporain, on peut faire de l'histoire. De là à dire où est-ce que je le rends... Est-ce que ce serait, dans la mesure, un cours obligatoire? Je pense pas. Mais je crois que c'est possible, quand même, de pouvoir faire la proposition puis de regarder. Mais en monde contemporain, il y a de la place pour être en mesure de faire de l'histoire quand même. Là. OK. Ouais. Puis, ça me fait réaliser également que, tu sais, je veux dire, c'est le programme d'enseignement d'histoire de secondaire 1 à secondaire 4, il est pas fait au hasard. Tu sais, il faut... Tu sais, moi, j'ai l'impression, comment je vois ça, puis tu me diras ce que tu en penses. Secondaire 1 à 2, on vient présenter aux jeunes l'essentiel.
de ce qu'on est aujourd'hui, ce qui a forgé notre société actuelle. Puis après, évidemment, bon, le 3-4, c'est comme on a assez parlé, évidemment, mais c'est plus l'essentiel, plus une continuité de notre population. Puis j'imagine que, je sais pas si tu es au courant, mais ce qu'aux États-Unis, exemple, eux, à la place de faire, évidemment, ils font pas d'histoire du Québec, mais est-ce qu'ils font des cours d'histoire, tu sais, d'histoire américaine? Écoute, je suis pas sûre de savoir exactement comment ils enseignent l'histoire aux États-Unis. À l'école, je crois on a deux, trois enseignants, par exemple, qui ont déjà enseigné à l'extérieur. Peut-être là, je pourrais leur poser la question, mais c'est sûr que je crois que tous les pays du monde, toutes les cultures doivent avoir une sorte d'histoire nationale. Puis cette histoire-là est importante parce que le sentiment national, c'est une sorte de ciment qui unit la société ensemble. Fait que c'est de partir de racines communes, c'est de partir, puis peut-être même, je dirais, observer les racines communes qui caractérisent un peuple, puis observer progressivement les objectifs communs qu'on peut avoir également, là. OK, fait que je crois que l'histoire nationale est importante, puis je crois que, peu importe le pays, ils doivent avoir quelque chose qui est similaire à ici, là. Je peux pas croire que le Québec soit le seul qui fait, l'exceptionnalisme d'avoir une histoire nationale, là. Non, je ne pense pas. Donc, je crois qu'ils vont le faire. Puis les Américains doivent avoir un pan de leur histoire où ils en parlent également. Même nous, on va parler des États-Unis quand même, quand on parle même en histoire nationale, quand on parle des exodes des Canadiens français et tout, on va s'intéresser à la condition américaine parce que, je veux dire, c'est un pays qui est voisin, qui est limitrophe. Donc, en toute logique, je peux pas croire que les Américains n'ont pas un pan de leur histoire où est-ce qu'ils s'intéressent pas à eux-mêmes puis la relation qu'ils peuvent avoir entretenue avec le Canada. Je veux dire, c'est quand même important. Ouais, j'espère, je crois bien, du moins, que c'est le cas. Puis, je veux dire, ce serait tout à fait logique, là, pas juste pour les Américains. Là, j'ai pris un exemple vraiment le plus près de nous possible, mais même l'Ontario, je suis sûr que le même exemple, en Ontario, ça doit avoir. L'enseigne pas le Québec non plus, tu sais, tout logiquement. Pour poursuivre tout ça, j'aimerais qu'on parle un peu plus technologie. Oui. Je trouve que c'est important parce que c'est d'actualité. Puis quand je parle de technologie, je veux pas parler nécessairement de tout ce qui est là, ChatGPT, AI. C'est plus global, donc que ce soit les réseaux sociaux, littéralement juste les écrans, les Oui. iPads, tout ça, parce que je sais que à Bourrin, c'est encore le cas, j'imagine, que les iPads, puis tout ça pour l'éducation. Oui. Euh, Quel bénéfice tu vois, toi, personnellement, dans l'enseignement, que ce soit pour les élèves ou pour toi? Comment vois-tu les technologies dans l'enseignement de l'histoire? Premier point, c'est sûr qu'on sauve de la paperasse. ça, c'est le premier point. On sauve beaucoup de paperasse. Ça, c'est un fait. Autrement, moi, je me plais souvent à rappeler aux élèves, ils s'en servent pas toujours à bon escient. On s'entend, ça reste des jeunes, mais grâce à ces outils-là, on a l'ensemble des connaissances humaines au bout des doigts, là. Des fois, ils vont me poser des questions, puis je leur réponds: «Mais t'as-tu fait une recherche? T'es-tu allé voir? As-tu...» Puis là, souvent, la réponse intuitive, c'est non, parce qu'ils s'attendent à ce que l'enseignant leur donne la réponse. Tu sais, souvent, je leur explique, tu sais, je leur dis: «Si vous avez l'appareil, ben, vous cherchez. Tu sais, Mm. posez la question, allez voir c'est quoi que vous allez trouver.» Puis c'est sûr que pour la remise des projets, ça nous donne une très grande latitude, beaucoup de possibilités, auparavant, si on était uniquement papier, on n'avait pas. OK, fait qu'on peut leur proposer de faire des courts-métrages, on peut leur proposer de réaliser des ouvrages imagés, on peut leur proposer de réaliser des canevas de présentation. Donc, il y a tout ça qui est un gros plus, je crois, en lien avec notre matière. Et ça, même si on omet là, tous les petits détails là, en lien avec la gestion supplémentaire que représente cet appareil-là, je trouve qu'il y a des gros bénéfices. Est-ce que l'appareil peut être une source de distraction? Oui, clairement. OK? Puis ça, je pense que toutes les écoles qui ont adopté cette politique-là en lien avec les appareils vont avoir le même constat. Mais est-ce que ça apporte quelque chose? Oui. Oui. Autrement, on ne l'aurait pas gardé, je pense pas, là. OK, il y a vraiment un plus, il y a une plus-value à tout ça, que ce soit le suivi des notes par Classroom, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui existent maintenant qui permettent aux jeunes de garder un suivi de leur évolution au niveau pédagogique, que ce soit en gardant des traces des documents qui sont partagés par l'enseignant, en gardant des traces des présentations, en gardant des traces même de certaines évaluations qu'ils peuvent remettre puis avoir une rétroaction directe à partir de la plateforme. Donc, il y a vraiment un gros plus en lien avec ça. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est même pas juste pour l'histoire, là, on s'entend. Là, tu sais, moi, quand j'étais justement à Bourrin pour donner un peu à titre d'exemple, moi, je suis arrivé, j'ai eu une première année secondaire tout à fait normale. Puis après, évidemment, il y a eu la pandémie, donc quand t'es arrivé toi aussi. Puis vraiment, je me mets dans la place d'un professeur, puis mon Dieu, là, Google Classroom, ça devait être tellement là, le Saint Graal. Là, les profs pouvaient tout faire. Puis je me dis, si ça n'existait pas,
Tu sais, toute la technologie de même, ces possibilités-là en 2021-2020, qu'est-ce que les profs auraient fait, là, tu sais? Ah, ça aurait été problématique. Ah, tout à fait. Ça aurait été très Ah, problématique. ça aurait été, ouais, oui, vraiment. Puis, pour terminer rapidement sur la technologie, plus pour toi, est-ce que je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup une présence assez forte, je trouve, d'historiens ou juste de la vulgarisation de l'histoire sur YouTube. Mhm. Je me rappelle plus du nom, mais je sais qu'il y a particulièrement un grand YouTuber québécois, justement, qui vulgarise l'histoire auprès des Québécois, mais également, il y a un auditoire français, puis tout ça. Puis je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises avec les élèves YouTube ou tu trouves que c'est peut-être pas aussi pertinent que ce l'est pour ton cours? Ah, non, je m'en sers par moment. C'est rare que je vais sélectionner, mettons, un vulgarisateur directement comme ça, mais par exemple, euh, il y a des artistes qui vont faire des. Moi, je me plains en secondaire 2, quand on parle de la Révolution américaine, à présenter une petite chanson qui a été faite, là, c'est parodique. Mais c'est avec les concepts clés qu'on voit avec la matière. Fait que je leur présente ça, puis souvent, ça va leur coincer dans l'esprit. Ils vont la garder en tête, puis ils m'en reparlent après, des années durant après. Puis moi, souvent, je vais ponctuer mes présentations. Je peux prendre des extraits de films, par exemple. Fait que ça aussi, c'est un autre bel avantage d'avoir les outils technologiques. Par exemple, je peux commencer ma présentation très standard, puis à l'aide de YouTube, même moi, je vais m'en servir pour faire un peu de montage vidéo afin de sélectionner des éléments de certains films ou certains documentaires qui m'intéressent juste pour leur projeter 3-4 minutes. Puis ça leur permet de mettre des images sur mes propos. Fait que c'est un beau plus. De là à dire que je me sers, comme je disais, d'un vulgarisateur à proprement parler, pas nécessairement. Ben, parce que tu l'es déjà de toute manière, c'est le but du professeur, c'est de vulgariser. Exact. Le but, c'est ça, c'est de transmettre des exemples qui vont être concrets pour les jeunes, qui vont les amener à comprendre parfois certains concepts, certains éléments de matière qui sont plus ardus à comprendre. Fait qu'effectivement, l'enseignant est un vulgarisateur. Puis c'est sûr que YouTube, c'est une belle plateforme pour ça, justement pour amener les gens à en apprendre plus. Puis oui, je vais m'en servir, mais pas nécessairement du côté des vulgarisateurs. C'est vraiment plus un petit support plaisant, parce que tu sais, j'imagine. Parce que en plus, puis tu sais, je trouve que c'est une chose qui est assez importante tu sais, pour donner, peut-être mettre une ligne entre YouTube puis l'enseignement, parce qu'il y a du monde qui pense que YouTube, évidemment, ça pourrait tout enseigner, ce qui n'est pas nécessairement faux, mais c'est que comparé évidemment à l'enseignement, YouTube, il n'y a pas de cadre, il y a pas de. À part le cadre tu sais, classique de pas de sexualité, Ouais. de faire comme Puis, ça. Tu sais. je vais être honnête avec toi. Est-ce que quelqu'un pourrait apprendre tout à partir de YouTube? La réponse, ultimement, c'est oui. Tu veux être un bon historien, tu veux t'intéresser à certains sujets précis, il n'y a rien qui t'empêche de regarder 8 heures de vidéos sur YouTube, là. Si tu vérifies tes sources, puis que tout est convenable, puis que tout répond, tu regardes, puis c'est la vérité. Si tu fais ton analyse, puis tu te rends compte que tu peux te former, puis avoir un paquet de connaissances qui sont très, très, très pertinentes. Puis là, c'est là où est-ce qu'on en arrive avec la différence avec le milieu de l'éducation. C'est qu'en éducation, oui, les connaissances sont importantes, mais c'est pas ça qu'on évalue maintenant. Donc, au Québec, on s'intéresse à des compétences. Puis ces compétences-là, que ce soit interpréter des réalités historiques, les interroger ou encore construire sa conscience citoyenne, je vois mal un jeune sur YouTube être en mesure de développer ces compétences-là sans guide. Je dis pas qu'il ne serait pas capable de le faire. S'il regarde le programme, qu'il lit le programme qui n'est pas très, très digeste, soit dit en passant, mais s'il regarde le programme, qu'il s'y intéresse, puis qu'après, il regarde les vidéos, puis qu'il est assez autonome pour être capable de faire des liens, possible. Mais l'enseignant a vraiment une tâche en lien avec l'acquisition de compétences qui est très, très différente de ce qu'on peut faire sur YouTube. Puis, je donne un autre exemple. J'ai un petit livre là, dans une de mes étagères à l'école. Là, c'est 350 questions sur l'histoire du Canada. Puis ça, c'était auparavant, il y a plusieurs décennies. Là, l'examen d'histoire, c'est qu'on prenait, dans ces 350 questions-là, à la fin de l'année, on en prenait 20. Puis on sortait ces 20 questions-là, puis les jeunes devaient répondre exactement à la bonne réponse. On est à 2 échelles à part, là. Quelqu'un qui a de très bonnes connaissances, quelqu'un qui se renseigne, quelqu'un qui regarde des vidéos, pourrait faire un beau crâne monumental puis être capable de performer un examen comme ça. Mais dans une évaluation standard actuelle, où est-ce qu'on cherche à développer des compétences, où est-ce qu'on cherche à amener les jeunes à repérer des rapports de causalité, à repérer des conséquences, à s'intéresser à différentes variables, c'est pas nécessairement juste une vidéo qui va pouvoir permettre de faire ça. Là. Souvent, tu as besoin d'un guide pour te lancer. Est-ce que c'est un plus? Oui. Est-ce que les jeunes peuvent apprendre des choses? Très certainement.
Mais après, c'est comment qu'ils utilisent ces connaissances-là. Puis c'est ça, je crois, la job de l'enseignant en lien avec l'acquisition des compétences. Tout à fait. Écoute, avant de terminer et de te laisser pour la promotion, si jamais t'en as, ou le mot de la fin, j'aimerais juste finir sur une touche heureuse, ben, comme depuis le début du balado d'ailleurs. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui te motive à aller au travail chaque jour? Je dis souvent aux jeunes à la blague, si je me lève puis que j'aime plus ce que je fais, je le ferai plus. Il y a vraiment... Je me lève le matin, puis c'est dans l'idée que, oui, je vais voir les jeunes, j'aime ce que je fais fondamentalement, j'aime ce dont je parle, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'enrichissant aussi avec le métier d'enseignant, où justement, tu te présentes comme un modèle, en quelque sorte. Pas de là dire que je vais remplacer leurs parents ou quoi que ce soit, là, c'est pas l'objectif, mais les jeunes, certains, tu sais pas auprès duquel tu vas avoir une bonne influence, tu sais pas auprès duquel tu vas les amener à dire « Hey, finalement, l'histoire, c'est trippant. » Puis j'ai vraiment le... Tu sais, je mentionnais un peu plus tôt dans l'émission que c'était en secondaire 3-4, j'ai eu un enseignant qui m'a vraiment donné la piqûre, puis qui m'a donné le goût de faire de l'histoire, puis d'aimer ça, puis de chercher à en savoir plus. Bien, j'espère, en quelque sorte, avoir le même effet, parce que j'ai tellement trouvé ça bénéfique pour ma personne que j'ai le goût d'amener les jeunes à vivre cette même chose-là. Pas de là en faire des grands historiens, mais juste aimer l'histoire. Puis, écoute, moi, s'il y en a un qui fait un voyage, puis qui parvient à arriver à quelque part, puis faire face à un événement, puis dire « Oh oui, j'en ai parlé à ce cours-là avec M. Rousseau », moi, dans ma tête, c'est mission accomplie, là, direct en partant. Là. Oui, c'est pour ça que je t'ai invité, justement, parce que je le savais. Évidemment, tu m'as jamais réellement enseigné, mais je le voyais, puis je le savais en toi que tu étais quelqu'un qui avait ce goût-là de donner une bonne impression aux élèves, puis également, comme tu viens de nous le dire de manière parfaite, de leur donner le goût de donner des souvenirs intéressants. Pas pour, comme tu dis, pas pour qu'ils deviennent nécessairement des professeurs d'histoire ou des historiens, peu importe, mais du moins qu'ils se rappellent. Ça fait toujours un petit truc pour les professeurs, je suis sûr. Puis écoute, en terminant, en finissant, est-ce que tu aurais que ce soit des personnes, des événements, des lieux à promouvoir? Écoutez, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est sûr que, écoutez, j'ai la chance de travailler justement à l'École secondaire privée François Bourin, qui est une institution privée à Beauport. C'est une petite école à dimension humaine. On a une très, très belle équipe école. Puis je remercie chaque jour là, la direction, ceux qui travaillent pour nous, de m'avoir offert cette possibilité-là, parce que c'est un très beau milieu. Puis sérieusement, c'est un privilège d'enseigner là-bas. Puis je tenais à le mentionner. Là, on a vraiment une belle équipe école. L'environnement est sain. Fait que moi, j'espère pouvoir continuer ma carrière longtemps là-bas. Fait que un gros merci à mon milieu de travail pour ça. Alléluia. Écoute, Alexandre, merci beaucoup pour l'entrevue, puis je te souhaite le meilleur pour la continuité. Ben, merci, puis toi aussi. C'était Léo Lebrun et vous avez écouté Histoire de mieux comprendre.